En virage cette semaine, nous avons en studio le Mazda CX-90 version régulière. Cette fois-ci, on va parler d'assurance avec Éric Desgagnés. On poursuit nos chroniques avec Desharnais Pneumécaniques ainsi que Silverwax. On répond à vos questions. Beaucoup de nouvelles de l'industrie en compagnie de Maxime Dubois. Tout ça à virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Avec moi à l'émission aujourd'hui, Jacques, bienvenue. Salut Jacques. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Jacques, nous avons en studio le Mazda CX-90. Tu vas me dire, c'est pas vraiment une nouveauté. Effectivement, c'est pas une grosse nouveauté. Mais auparavant, on avait fait l'essai de la version branchable du CX-90. Là, cette fois, nous avons la version régulière, donc hybridation légère, mais non branchable. Et c'était la première fois que moi, je faisais l'essai sur long terme avec cette motorisation-là, ce nouveau 6 en ligne, jumelé avec un système d'hybridation légère, comme j'ai dit, mais très léger comme système d'hybridation. Mais c'est simple, c'est efficace et on garde quand même au niveau mécanique le système où on a le moteur électrique entre le moteur et la transmission. Donc, le tout reste vraiment en ligne, ce qui fait que c'est vraiment très efficace comme système. Et évidemment, bien, le reste du véhicule reste sensiblement pareil. Beau design extérieur, beau design intérieur. Absolument, absolument. Une chose qu'il faut souligner, Daniel, c'est que c'est un véhicule qui est construit au Japon. C'est un vrai véhicule japonais. C'est construit dans l'usine de Ufu. J'en ai déjà parlé antérieurement. Ufu, au Japon, j'ai déjà visité cette usine-là. Et c'est une usine qui est relativement nouvelle, qui est moderne et qui est construite dans la baie de Ufu. Et pour ce faire, on sortait le sel, c'est-à-dire, le sable de la mer, on le transportait dans la baie, on a rempli la baie et on a construit une usine parce que le terrain est rare au Japon. Alors, on a pu construire une usine et pour faire l'essai du véhicule, c'est qu'à la sortie de l'usine, aller jusqu'au bateau, c'est là que l'essai se fait. Et il y a quelqu'un qui ramène les gens au bateau et les conducteurs au bateau, mais c'est vraiment impressionnant. Alors, ce véhicule-ci, on le sait, c'est le véhicule qui remplace le CX-9 de Mazda, qui a été populaire. Mais je peux te dire que le CX-90 est drôlement populaire parce qu'au-delà de 60 des ventes de ce gros véhicule-là, si on veut, sont justement le CX-90. CX-70 c'est arrivé un petit peu plus tard. Véhicule très moderne au niveau technologie, beaucoup d'avancées au niveau sécurité qui sont montées à bord du véhicule. Premièrement, l'apparence, tu en as parlé, c'est un véhicule qui est très sobre au niveau du design. C'est pas un véhicule avec beaucoup de lignes, avec ses... très soigné, très agréable. Et aussi intéressant à l'intérieur de ce véhicule-là. Lorsqu'on monte à bord, par exemple, on a une planche de bord qui est facile à consulter et c'est pas un écran là, qui va d'une porte à l'autre. Tu regardes ton écran que tu as là et l'autre écran central et tu es fixé immédiatement. Alors, c'est un véhicule qui est facile à pouvoir consulter l'écran et conduire, tout ça. Moi, ce que j'ai remarqué au niveau du boudin du volant, j'aime ça, moi, un boudin de volant, parce que c'est là qu'on a les mains pour conduire. Il est d'une belle dimension. Il n'est pas trop gros, il n'est pas trop petit, il ne souffle pas dans le bon point. Il est agréable pour la conduite. Les sièges sont bien faits. Et une chose que ce véhicule-là, Mazda, c'est un système équipé de ce qu'on appelle Skyactiv. Il fallait longtemps qu'on nous parle de ça chez Mazda. Skyactiv, c'est un système qui est fait pour faire qu'on ne bouge pas trop dans le véhicule, dans les courbes, etc. C'est un système qui aide beaucoup à la stabilité du véhicule. Une chose qui m'a frappé, c'est qu'en étudiant davantage sur la voiture, c'est que les vitres autour du véhicule, les fenêtres, les pare-brises, les vitres de côté, arrière, c'est des vitres insonorisantes. Tout ça, ça empêche, bien entendu, le bruit de l'extérieur et ça rend l'habitacle, encore une fois, plus silencieuse.
il y a beaucoup de choses peut-être qu'on pourrait parler, mais au niveau du moteur, moi, ce qui m'impressionne chez Mazda, c'est qu'on réussit à fabriquer, à développer un moteur que dans le 6 cylindres, par exemple, qu'on a ici, il y a 2 niveaux de puissance dans le même 6 cylindres. C'est-à-dire, selon l'indice d'octane que tu utilises dans ton moteur, tu vas pouvoir passer de 319 chevaux avec de l'essence d'octane régulière. Et si tu vas dans du 91, d'octane supérieur, tu vas tomber à 349 chevaux. Alors, c'est intéressant parce que les gens, souvent, nous posent des questions. Est-ce qu'on peut mettre du super ou du régulier? Est-ce que je suis obligé? Plusieurs manufacturiers étaient obligés de rouler avec le super sans-plat. Véhicule intéressant, décoration intérieure superbe, bon emplacement. Les gens qui achètent ça, c'est des gens qui savent ce qu'ils achètent. Ils ont besoin d'espace. C'est des gens qui, souvent, vont remorquer, vont accrocher une remorque en arrière ou justement une roulotte quelconque. Je peux dire Alto, par exemple, parce que c'est quelque chose qui est facilement remorquable. C'est de 3 500 selon le moteur qu'on va utiliser. À 5 000. Aller à 5 000 livres de remorquable. Alors, c'est drôlement intéressant. Et ce véhicule-là vient avec, dans le système de sécurité, il y a un système exprès pour l'attelage. Si tu accroches un autre remorque en arrière, il y a un système qui est développé pour ta sécurité, juste pour ça. Et c'est un système qui fait que quand tu freines, c'est pas un véhicule qui va plonger, c'est un véhicule qui va s'écraser plutôt pour freiner en douceur, pour te permettre d'aller justement en ligne droite. Véhicule agréable, mais tu regardes même les petits rideaux dans les fenêtres en arrière, tu sais, je pense que ça fait vraiment très bien. Moi, je l'aime, les roues 21 pouces sur le véhicule qu'on a ici. C'est des grandes roues qui vont être vraiment bien adaptées pour nos routes québécoises parce qu'on a des routes qui sont sinueuses, pas sinueuses, mais qui sont lézardées et qui ont été vraiment détériorées par les poids lourds, etc. Alors, avec des roues de cette dimension-là, ça va nous permettre d'avoir un véhicule qui est vraiment stable et vraiment agréable. Je viens de faire un bon tour du véhicule. Un bon tour. Donc, ouais. Moi, j'aime ça que Mazda. Mazda, c'est les meilleurs pour préparer un véhicule, calibrer un véhicule pour le comportement routier à l'intérieur, pour pas que, justement, on soit trop fatigué sur des longues routes, qu'on sente les changements de poids du véhicule. On travaille avec le système de 4 roues motrices où on peut désengager les roues arrière, par exemple, dans des courbes pour que le véhicule puisse mieux prendre la courbe. C'est vraiment incroyable. J'aime qu'on ait placé aussi avec le 6 en ligne parce qu'un 6 en ligne, chaque piston a son espace sur l'arbre à cam et ça fait en sorte que ça donne un moteur qui est vraiment doux. Système de 48 volts avec une petite batterie de 0,33 kW. 0,33 kW. Le Hummer, c'est 200 kWh. Ouais. Donc, on voit pas la différence. Évidemment, il n'y a pas d'autonomie, mais le système 48 volts, quand même, vient aider la motorisation et le tout va vraiment très bien. Il y a plusieurs agencements de couleurs intérieures. Oui. Il y a quelqu'un qui a un petit peu de misère, on appelle ça des daltoniens, qui a de la misère avec les couleurs. À l'intérieur, il y a un beige de certains appliqués plastiques qui n'ont peut-être pas d'affaires là, parce que l'intérieur est de toute beauté. Les tissus brodés là, avec technique ancestrale japonaise à l'intérieur, c'est de toute beauté. Mais choisissez vos aménagements de couleurs à l'intérieur. Il y en a pratiquement à l'infini. C'est vraiment très bien. Le confort des sièges que j'ai aimé, le rendement sur route. Tu roules sur la route, c'est un véhicule fait pour faire de la grande route. C'est incroyable. Absolument. Et l'économie de carburant, vous allez descendre en bas de 8 litres au 100 avec un moteur comme ça sur la grande route. En ville, 9,5. 9,5, 10, mettons. 10. Ouais, c'est en bas de 10. Pour la dimension de ce véhicule-là, c'est vraiment quand même assez exceptionnel. Super. Mais je pense qu'on a tout dit. Tout. Pour le moment. Merci, Jean. Merci. Alors voilà, on s'arrête à virage, on va bien rester là. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Nous sommes de retour à Virage et je suis maintenant en compagnie de M. Éric Desgagnés, directeur principal chez IA Auto Habitation. Bienvenue à Virage.
Merci, Daniel. Content Bonjour. de te recevoir une autre fois encore. Malheureusement, la dernière de l'année, mais Absolument. on va s'en reparler après. On se reparle à l'automne. On va s'en Le reparler temps à passe l'automne. vite, effectivement. C'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, tu vas donner des conseils d'usagerie. Ben, des petits rappels, Daniel, un peu comme on avait fait l'an passé, avec l'arrivée du beau temps, les vacances, la belle saison. Donc, je pense que c'est important, des petites habitudes à ne pas oublier, des bons réflexes en tant que consommateur à avoir aussi en rapport avec l'assurance auto. Ben oui, parce que là, avec le beau temps, les gens vont prendre la route, faire Oui. des voyages, Oui. sort les VR, les roulottes à sellette, les motorisés, puis on part en vacances. On part en vacances. Mais il y a des petites affaires qu'on doit savoir. Il y a des petits trucs que tu vas nous donner. Bien, effectivement. Première chose, Daniel, on s'attend que ça soit moins populaire, les États-Unis, cette année. On ne rentrera pas là-dedans. Mais évidemment, pour les gens qui vont se déplacer avec leur voiture aux États-Unis, deux choses. Ce qui est très important, c'est toujours de vous assurer d'avoir la responsabilité civile à 2 millions. J'en ai déjà parlé par les années antérieures. Étant donné que les poursuites là-bas sont toujours un peu plus... Tout est plus faramineux là-bas, donc les poursuites aussi. Alors, c'est important aussi, tout dépendamment du délai que vous allez partir en termes de semaines. C'est bon, si vous partez peut-être presque 2 mois, 6, 7, 8 semaines aux États-Unis, d'appeler votre assureur pour l'en aviser afin de vous assurer que vous partez la tête tranquille. Tout va être correct. Tout va être correct. Si on fait du camping, qu'est-ce qu'on fait? Si on fait du camping, bien, première des choses, à moins d'être en tente, on va acheter une tente roulotte. On a une tente roulotte, une roulotte, bon, la panoplie de véhicules récréatifs que tu as mentionné tout à l'heure. C'est important aussi d'appeler son assureur parce que cette roulotte-là, exemple, doit être assurée. OK? Évidemment, quand on tracte cette roulotte-là, parce qu'il y en a qu'elle est stationnaire. Ça peut être plus du côté de l'habitation à ce moment-là qu'on l'assure. Mais les gens qui font du camping, qui se promènent sur les routes, doivent assurer la roulotte avec leur assurance auto ou est assuré le véhicule tractant, donc leur véhicule principal. Une chose aussi qui est importante à souligner, je pense que c'est même très important, s'assurer d'avoir le bon véhicule pour tracter votre roulotte. OK? Bon, on le sait, là, je ne suis pas un expert là-dedans, mais tu as des partenaires qui le sont. C'est important pour la capacité et aussi d'être en sécurité avec la bonne attache. Tu as sûrement déjà vu des véhicules qui sont un peu plus penchés. C'est important d'être au niveau... Les stabilisatrices, on les utilise pas ou on les utilise pas à bon escient. Exactement. Moi-même, j'ai changé ma roulotte l'été passé, puis quand on achète, bien, c'est important de bien se faire conseiller parce que la sécurité des gens est très importante aussi. Donc, assurez-vous d'être en sécurité et d'aviser votre assureur pour avoir les bonnes protections aussi sur votre roulotte, qui est immatriculée, donc qui s'assure avec votre assurance voiture. Absolument. Très bon conseil. Si on va à l'extérieur, qu'on loue une voiture, Oui. Peu importe le pays, là, pas juste les États-Unis, mais dans d'autres pays, c'est important de vous aviser aussi? C'est important de nous aviser. C'est important de vous assurer que vous allez avoir la protection sur votre assurance auto. OK? Au Canada, aux États-Unis, si on va à l'extérieur puis on va louer une voiture, il y a une possibilité d'avoir l'avenant qui s'appelle la FAQ20, je ne rentrerai pas dans les détails, pour couvrir un véhicule de location. OK? Évidemment, il y a des limitations journalières, il y a des limitations aussi pour le type de véhicule comme tel qu'on va louer. Mais au Canada et aux États-Unis, normalement, avec votre assureur, vous allez avoir une protection. Et si tout est en loi, vous n'avez pas besoin de prendre l'assurance que l'entreprise de location va vous offrir là-bas. OK. Par contre, si vous allez à l'extérieur, outre que le Canada et les États-Unis, en général, je dis bien, votre assurance au Québec ne vous couvre pas. Et là, il va falloir prendre l'assurance que va vous offrir le locataire. Par contre, le meilleur conseil, encore une fois, puis c'est un peu le conseil du jour, je dirais, c'est d'aviser puis d'appeler votre assureur auto pour lui demander ces questions-là. Vous comprendrez aujourd'hui que moi, je ne rentre pas dans les détails, mais en général, au Canada et aux États-Unis, il y a un avenant qui est disponible et votre assureur va vous couvrir. Absolument. Autre point, c'est concernant les animaux à l'intérieur du véhicule, Éric, parce que ça, c'est... Je dirais pas que... Je pense que c'est un problème. Bien, écoutez, j'ai un chien moi-même. On a un véhicule en studio qui est probablement super bien pour accueillir un animal aussi. Puis, je suis allé lire un petit peu ce matin là-dessus parce que c'est une loi. Hein? On peut avoir une amende si les policiers voient un animal qui n'est pas attaché dans le véhicule. Puis probablement, tout comme moi... Et c'est monnaie courante, là, on en voit régulièrement. Oui, puis tu sais, le chien, des fois, mon chien, c'est un labrador, 65-70 livres. L'important, c'est qu'il soit
en général, à l'arrière du véhicule et qui soit bien attaché avec les harnais spéciaux pour ça. Parce qu'en mouvement, je ne veux pas alarmer, là, mais c'est une arme, le chien. Là. Un freinage brusque, un accident, c'est un corps inerte qui peut être assez pesant et qui peut occasionner beaucoup de dommages. Puis en plus, bien, on veut l'avoir en sécurité, notre chien, parce qu'on sait tous comment c'est important pour nous à la maison. Et aussi, il y a une question de sécurité. Donc, très, très important. C'est la première fois qu'on en parle, mais j'en vois souvent des chiens en avant, sur le passager, sur le conducteur. On le sait, les coussins gonflables. Sur le tableau de bord. Sur la planche arrière, dans Donc, la lunette arrière. allez lire là-dessus. C'est une loi au Québec. Puis soyez encore une fois prévenants. Et on l'aime, notre animal. Donc, pour sa sécurité, pour notre sécurité, très important de l'attacher avec le bon harnais sur le siège en arrière. Éric, qu'est-ce que tu es venu nous dire aujourd'hui? C'est si on a des changements. Oui. Donc, peu importe les changements, parce qu'on ne veut pas toujours être sur le téléphone en train de vous appeler, mais si on a un changement dans nos habitudes, il faut communiquer avec notre assurance pour éviter les problèmes. C'est le conseil du jour, comme je disais tantôt en terminant. Contactez votre assureur. Je dis contacter parce que, oui, le premier réflexe, c'est de l'appeler. Chez nous, il y a Auto-Habitation. On a également l'espace client que nos assurés peuvent aller pour aller consulter, pour aller faire certaines transactions de base. Et chez IA Auto-Habitation, on a aussi le site ia.ca, sous la rubrique, justement, la section Auto-Habitation, où on a des conseils pour les gens. Et de plus en plus, on a aussi le web. Donc, on n'est pas nécessairement toujours obligé d'appeler. Mais le conseil, c'est d'aviser votre assureur en cas de changement sur vos habitudes ou sur votre voiture, puis même aussi sur votre maison, hein, aussi. Et vous partez la tête tranquille. Nouveau conducteur, un enfant qui a son permis de conduire, commence à prendre la voiture, il faut aviser l'assurance. Il y a toutes sortes de situations. Bien, on arrive dans la période des déménagements bientôt, au mois de juillet. Un changement d'adresse, un ajout de conducteur, effectivement. Les jeunes, on en a déjà parlé aussi dans le cadre d'une autre chronique. Donc, oui, c'est très important. On est là pour ça. On est là pour ça. Et c'est notre travail et ça nous fait plaisir. Puis, ce qu'on veut, c'est que vous partiez la tête tranquille. On parlait de vacances tout à l'heure. Donc, c'est ça l'important. C'est ça l'important. Justement, un bel été à toi, Éric. Merci d'être là, de nous renseigner concernant les assurances. Pas toujours évident, mais merci de le faire. Puis, on va continuer avec d'autres sujets à l'automne. Ça va me faire plaisir, Daniel. Je te souhaite un bel été à tes téléspectateurs. Soyez prudents sur les routes. Puis, on se reparle à l'automne avec plaisir. Merci, Éric. Merci, Daniel. Alors voilà, on s'arrête et on se transporte chez Desharnais Pneus Mécaniques et on vous revient. Restez avec nous. Ce segment d'émission vous est présenté par Napa Auto Pro et Desharnais Pneus Mécaniques. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, Danny, aujourd'hui, on va parler, de frein, parce qu'on en a devant nous, mais on va commencer avec les voitures électriques, parce qu'on se dit voitures électriques, bien, on n'a rien à faire sur ces véhicules-là. Mais avec, l'été qui s'en vient et tout ça, il y a quand même des éléments à surveiller. Effectivement, il y a des éléments à surveiller, puis c'est important de vérifier, exemple, l'état de la batterie principale, après ça, les kits de refroidissement. C'est souvent des véhicules qui ont plus qu'un filtre, plus qu'un filtre habitacle. De vérifier ça, s'assurer que la filtration est bonne. Par contre, on peut voir, souvent les gens disent « Oh, on n'a pas grand-chose à faire sur des véhicules électriques ». J'ai quelques-uns de mes employés qui ont des véhicules hybrides, qui font partie un peu de la même gamme. Ils ont quand même des visites au concessionnaire à tous les 8000 km pour vérifier, oui, l'état de la charge de batterie, mais aussi le système secondaire. Fait que c'est quand même des véhicules qu'on voit régulièrement au garage. Puis je te dirais, Daniel, qu'on revient souvent et rapidement aux mêmes composantes. Composantes d'alignement, vérification de la direction, suspension. C'est des véhicules qui sont lourds. Je pense que là, le monde le savent. C'est des véhicules qu'au niveau environnemental, l'essence, tout ça, c'est bien, c'est parfait. Par contre, c'est des véhicules qui sont plus lourds que la majorité des véhicules à essence. Donc, pièces de direction, pièces de suspension un peu plus fragilisées à cause du poids du véhicule. Autre point important, c'est que c'est le fun, un véhicule électrique, parce qu'on travaille avec la régénération. Mais régénération, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne touche pas aux freins.
Fait que ce qui se produit, c'est que rapidement, on va se retrouver avec de la rouille au niveau des disques, on va se retrouver avec des freins à changer et très rapidement, là, en dedans de 25-30 000 km, on change des freins sur des véhicules électriques. Ah oui, ce que tu me dis, c'est que les freins ne travaillent pas assez fort. Exactement. Ça cause un problème. Exactement. Effectivement, parce que le système de génération compense, donc les plaquettes n'appuient pas assez sur le disque. Puis c'est là que ça crée des problèmes. Et oui, puis étrangement, les clients sont fiers de nous dire ça. Puis nous, chez Desharnais... Ils sont pas assez usés. Oui, on lui dit, Ils usent pas assez. essayez donc de faire une petite journée dans la semaine, freinage. Là. Ouais, désactiver le système de régénération un petit peu, juste pour un peu solliciter vos disques et vos plaquettes. Pourquoi on a mis des disques devant nous? C'est assez simple, c'est que l'entretien des freins va donner un très, très bon coup de main. L'entretien des freins, c'est quoi? C'est on démonte le système de freinage, on démonte l'étrier, on démonte les goujons à l'intérieur des étriers pour les graisser, pour enlever les impuretés, les saletés qu'il y a à l'intérieur. On va sabler les plaquettes, le porte-plaquette, on va le nettoyer. Ce qu'on veut, c'est que le système de freinage travaille comme s'il était neuf. Okay. Par contre, on s'entend qu'on arrive, ça c'est un exemple concret qui nous est arrivé aujourd'hui, le même véhicule, les mêmes disques allaient sur le même véhicule. Ici, même si je fais un entretien de frein et je remets des disques dans cet état-là avec des plaquettes qu'on a sablées, qu'on a tout nettoyé le système, bien, quand la personne va arriver au mois d'août, on est exactement au même point qu'on était aujourd'hui. Ça donne rien. Exactement. Ça donne rien. Ce qu'on a fait chez Desharnais, on s'est rééquipé avec des machines actuelles de resurfaçage. En bon québécois, parce qu'on a déjà eu dans le passé. On a déjà eu, mais là, on s'entend que la technologie a changé, c'est beaucoup plus efficace. Là, on est capable de resurfacer ou tourner les disques en bon québécois, que les gens vont comprendre ce que j'explique. Par contre, les machines, en étant plus sophistiquées, vont nous donner des coupes qui sont très, très fines. Nous, ce qu'on veut, en gros, c'est enlever les rainures, enlever le cordon de rouille qui est tout le tour pour s'assurer d'avoir un disque. On s'entend, il y a encore un peu de rouille, mais les surfaces de contact sont propres, sont saines et sont égales. Voilà. Ça, c'est important. Les gens vont dire, ouais, mais pourquoi que vous n'en faisiez pas depuis, mettons, les 10 dernières années, c'était moins populaire? C'est certain qu'on a tellement eu une chute de prix au niveau des disques, pas cher, qualité moindre un peu. On s'est rendu compte aussi qu'on avait des petites problématiques. Mais que là, on le voit là. Puis c'est pas juste chez Desharnais. Tranquillement, les ateliers commencent à se rééquiper parce qu'on voit que faire un entretien de frein, que ce soit pour les véhicules électriques ou véhicules standards, avec un resurfaçage, va nous donner un rendement beaucoup plus efficace puis va nous donner un travail beaucoup mieux effectué puis de meilleure qualité. Ça coûte moins cher que de remplacer un disque. Déjà, à la base, on sauve des disques, on sauve des frais. Puis au lieu de remplacer et d'avoir un disque qui s'en va à récupération, aussi, on sauve pour l'environnement, c'est quand même bon, là, faire une deuxième puis une troisième vie, parce que j'imagine que vous pouvez le faire peut-être une, deux fois sur le même disque? Maximum 2. On priorise une fois, mais tantôt on parlait de véhicules électriques, environnement, effectivement, c'est un bon point d'utiliser les mêmes disques comme on a là. Oui. Puis, Daniel, des disques sur des véhicules performants, c'est pas rare qu'on va avoir des disques à 150-200 $. Resurfacer un disque, c'est 44,95 $. Fait que, je pense que le calcul se fait par lui-même. Ben oui, exactement. Donc, il faut le vérifier. Bon, tu n'as pas parlé du liquide de frein, mais même si c'est une voiture, si c'est un système de freinage, évidemment, il faut le vérifier aussi en même temps, s'assurer qu'il ne soit pas contaminé. Puis on va dire la vérité, c'est le mal-aimé. Remplacer le liquide de frein, encore une fois, c'est un entretien. On a déjà parlé dans une chronique précédente. Les gens, quand c'est de l'entretien, sont moins chauds un peu. Mais pour de vrai, on fait un travail complet de frein. On change de liquide de frein qui devrait être remplacé, là, encore une fois, 80 000 km. On commence à en discuter beaucoup. Ce que ça fait, freinage encore plus performant et vos pièces de frein vont durer plus longtemps. Donc oui, c'est à prendre en considération. Voilà, merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel. Nous voici de retour et c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Maxime Dubois. Salut, Max. Bonjour, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, plusieurs nouvelles de l'industrie, on y va immédiatement. Ça roule, ça roule, ça roule. Écoute, on était au stade IGA il y a quelques semaines pour le Salon du véhicule électrique Montréal. Stade IGA, parce que l'an passé et l'autre année d'avant, au stade olympique, on a dû transférer pour les réparations, je vais appeler ça les constantes et perpétuelles, les réparations du stade olympique. Année, bon, OK, peut-être pas la plus achalandée, mais intéressante de par les essais routiers. On s'occupait évidemment, Jesse, mon collègue et moi,
des essais routiers et on avait quand même une belle brochette de véhicules, 29 véhicules. Et on avait de la nouveauté assez intéressante et intrigante. Bon, écoute, Oui, Cadillac... même exclusive. Là. Tout à fait. Hummer SUT, VinFast VF9, Audi SQ6, écoute, Cadillac IQ. Et malgré tous ces phénomènes de la route, les plus populaires, écoute, j'ai été surpris, le plus populaire a été le Volvo EX30, petit véhicule. Et là, je me dis, OK, c'est une curiosité. Mais non, après ça, OK, oui, c'est vrai qu'on a eu le ID Buzz, qui a été très populaire. Mais écoute, troisième position, Hyundai Ioniq 5, qui n'est pas une nouveauté. Chevrolet Equinox et Kia EV6, ça, c'est le top 5 des véhicules les plus essayés quand même, les plus populaires, les plus demandés. On voit qu'il y a vraiment Parce que parmi les tendance. 29, les gens peuvent demander le véhicule qu'ils veulent essayer Absolument. en priorité. Absolument. Donc, on voit que les plus populaires vont demeurer les plus populaires. Oui. Il y a de la curiosité avec le ID Buzz, mais je pense pas que ce soit des gens qui étaient vraiment acheteurs. Tout à fait. C'était peut-être plus de la curiosité. Mais on voit que les gens pensent... Bon, il y a le climat d'incertitude, bon, la fin des subventions et tout et tout. Alors, je pense que les gens, ils vont du côté un peu plus rationnel. Et c'est quand même intéressant de voir tout ça, parce que un salon où on pose énormément de questions, on a quand même pu voir de la nouveauté, entre autres un modèle de pré-production du nouveau Solterra 2026. Il y en avait deux en passant de ce modèle-là. Un, donc, à Montréal, et l'autre était à New York, au Salon de l'Auto. Donc, quand même intéressant. J'ai hâte qu'on annonce un peu plus sur ce nouveau modèle-là, parce que il va avoir un peu plus d'autonomie, un peu plus gros, la recharge a été différent, et on va se séparer Design un peu différent Oui. aussi, puis on se sépare de Toyota, comme tu l'as dit. En Ouais. plein ça, exactement. Donc, intéressant de voir comment les essais routiers changent avec le temps et les Ou questions comment ça changent change aussi. pas avec le temps. J'aime bien ton point, tout à fait. Je te parle de le deuxième mardi de mai, donc c'était la semaine passée. Depuis 13 ans maintenant, on souligne le fameux corridor de sécurité. C'est la journée internationale, on va l'appeler comme ça. Depuis 13 ans, c'est une loi. Parce que le fameux corridor de sécurité, lorsqu'on circule, on voit des gyrophares. C'est pas une suggestion, c'est une obligation. On doit changer de voie, on doit faire de l'espace. Si on ne le fait pas, on s'expose quand même à des sanctions pas très roses, là, entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Alors, il faut le faire pour une question de sécurité. C'est pas une suggestion, faut le faire. Et surtout à l'avenue maintenant, on est à la veille des grands déplacements. L'été, évidemment, on voyage énormément. Et pourquoi ne pas aller au-delà de ça? Pourquoi ne pas le faire, même lorsqu'il n'y a pas de gyrophare? Ben oui, Il y a un une véhicule, voiture sur les hasards, on se tasse. on se tasse, on fait de laisse. l'espace. Les gens qui sont là sont en situation, s'entend, anormale, une crevaison, une panne, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne s'arrête pas là pour le fun. Là. Alors, soyons respectueux et justement, on sera bientôt à la veille des intentions de vacances. On pourra peut-être venir te parler de ce sondage-là. Mais je pense que ça rentre de plus en plus dans la mémoire des gens parce que moi, je le vois souvent. Quelqu'un sur le bord, les gens se tassent. Et évidemment, il faut le faire de façon sécuritaire. Il ne faut Oui. pas se tasser à n'importe quel prix puis causer un accident de l'autre bord. Mais je pense que les gens le font en grand nombre. Les gens le savent de plus en plus, mais ne l'appliquent pas nécessairement. Et c'est ça qui est triste. Et ça ne prend juste une personne qui ne le fait pas, qui pourrait peut-être que ça tourne au drame, malheureusement. Je te parlais des belles routes du Québec qui seront très visitées cette année, peut-être un peu plus que d'habitude, étant donné qu'on va peut-être garder les vacanciers chez nous. On a lancé notre palmarès des pires routes. Et je t'annonce qu'au firmament, la route qui a eu le plus de votes est le chemin du contour du lac à Beauce. C'est dans la région de Latuc. Et là, vous allez voir défiler à l'écran les gens, donc peut-être que vous allez reconnaître les gens de la Mauricie. Ça prend un sport utilitaire et probablement un Wrangler pour être capable de passer là-dedans. Tout à fait. Donc, en Mauricie, la région administrative, donc Latuc, mais 2e, 3e, 4e, 5e position, ce sont dans le secteur de Gatineau, donc en Outaouais, où le chemin Clock, le chemin Cook, le chemin Pink, dans ce secteur-là, vous allez voir, si vous connaissez ces noms de rues-là, probablement que vous êtes habitué de faire un peu de slalom aussi au travers. Si on vient dans la capitale nationale, il faut aller en 6e position pour le rang du Petit Caspa à Pont-Rouge. Et finalement, on en a d'autres aussi au centre du Québec. Quand même, une belle campagne. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. C'est quand même intéressant de voir que les gens votent. Mais c'est triste de voir tout l'argent qui est mis dans le réseau routier et qui n'est pas nécessairement mis aux bons endroits ou, en tout cas...
Dans pas longtemps, ça va être plus simple de dire les plus belles routes. Il va en avoir moins que les moins bonnes routes. 10e anniversaire déjà de Les moins cette tendance des pires routes et on va probablement continuer encore parce qu'on voit que ça ne s'essouffle pas et les gens veulent dénoncer. On parle un peu de l'industrie. Bien, surtaxe ou pas, les véhicules chinois s'en viennent et à grands pas. La firme spécialisée Kerrigan Advisor qui revient et qui prend le sondage auprès des grands dirigeants de l'industrie automobile en Amérique du Nord. Tous, sans exception, après presque 76 disent que les véhicules chinois s'en viennent et pas mal plus vite que prévu. Surtaxe ou pas. Juste pour donner un exemple, au salon de Shanghai, qui vient tout juste de se passer, on annonçait un véhicule entre 6 900 et 8 200 $. C'est pas très cher. Tu vas me dire, il y avait 50 km d'autonomie. Non, entre 333 et 410 km. Alors imagine, mettons 7 à 8 000, même si on me rajoute une 100 surtaxe... de taxe. On est à 12, 15, 16 000. C'est encore une aubaine. encore Alors, je pense qu'il y a des gens qui commencent à avoir chaud du côté de l'industrie. C'est triste un peu de voir, mais c'est la réalité. On est Les rendu voitures électriques explosent en Chine et Ouais. les technologies de batterie explosent également. Donc, ils ont toutes sortes de technologies de batterie qu'on n'a même pas encore ici. Tout à Les fait. batteries sèches, les batteries au sodium, etc. Donc, on a quand même beaucoup de technologies. Puis moi, je vais plus loin que ça. Je pense que bientôt, probablement qu'une grosse compagnie chinoise, les BYD de ce monde ou autres, vont acheter probablement un fabricant majeur et passer à travers ce réseau d'un fabricant majeur existant qui a déjà un réseau de concessionnaires, réseau de pièces Oui. qui est bien établi. Je crois que ça va se passer par là. Parce que BYD n'est pas en manque financier. Ça va quand même bien. Ils en vendent, ils en vendent. Puis ils là, en on vendent. entend les déboires de Nissan mondialement. En Amérique du Nord, Oui. ça va relativement bien, mais mondialement, ça va très mal. Donc, ça pourrait être une option, une de plusieurs options. Absolument. Dernière nouvelle, le Toyota RAV4. Oui, bien écoute, on en apprend plus cette semaine, ce sera dévoilé. Ce qu'on a à se mettre sous la dent pour l'instant, c'est ça. C'est une photo de toi. Alors, on n'en sait pas beaucoup, ça devrait le savoir. On devrait le savoir un peu plus bientôt. Ça va faire quand même du bien, ça date de 2019. Mais c'est important, c'est un des sports utilitaires Et les plus vendus dans voilà. sa catégorie. À quoi ça devrait ressembler? Ça devrait ressembler à ça. On va le Je savoir pense plus que cette ça semaine. va être fort intéressant. Ouais. Merci, Max. Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour les nouvelles de l'industrie. Restez avec nous, on vous revient. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes présentement chez Silverwax. Je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut, Richard. Salut, Daniel. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Alors, Richard, juste avant de rentrer dans les produits, puis on va parler des roues, puis là, on va aider vraiment les gens parce que ça, c'est un des domaines que moi, j'ai le plus de questions concernant les roues. Et j'ai 2 questions du public en partant. Donc, premièrement, comment on fait pour faire partir le jaune sur les roues? Ça, c'est des questions qui reviennent continuellement. Et il y a l'autre question concernant dépôt ferreux et particules de rouille. Fait que ça, ces 2 produits-là sont quand on utilise un, quand on utilise l'autre. OK. On va commencer par dépôt ferreux, puis particules de rouille. Ça, en réalité, c'est pour décontaminer le véhicule. C'est pour enlever les picots de rouille. Là, sur les voitures blanches, on le voit plus. Là. Mais la différence entre les deux, on utilise un ou on utilise l'autre. Les deux vont faire la même action. Les deux vont décontaminer. La différence entre les deux, c'est que celui pour dépôt ferreux, il y a un pH neutre. Fait que lui, il va venir comme mauve quand ça va couler. L'idéal, c'est prendre pour dépôt ferreux. Par contre, nettoyant de particules de rouille va aussi faire la même chose, sauf que c'est un acide et lui, il va attaquer la rouille différemment. Mais les deux vont faire l'ouvrage. Moi, je conseille plus maintenant, aujourd'hui, dépôt ferreux. C'est des nouvelles formules, c'est plus à jour, ça travaille plus rapidement et c'est très visuel. C'est impressionnant de voir ça, là. Mais si on a nettoyé une particule de rouille, utilisez-les, passez-les, il va faire l'ouvrage en masse. Faire le travail. Mais c'est un ou l'autre, on n'utilise pas les deux, ça donne absolument rien. Bon, voilà, ça, c'est réglé. Et les roues, bien, on va en parler parce que c'est le sujet de la chronique. Oui, exactement. Des roues, ce qu'il faut au prime abord savoir, c'est quand c'est des jantes d'origine du véhicule neuf
avec lequel il a été fabriqué. Ça, en général, c'est très bien construit, c'est solide. Les vernis là-dessus vont résister à beaucoup de produits. Ou ce qui est la plus grosse problématique, c'est quand on arrive dans des roues après marché. Ça, là-dedans, il faut faire attention au niveau de la qualité du vernis qu'il y a dessus, de la manière qu'ils ont été construits, de la manière qu'ils ont été vernis, parce que souvent, ça ne résistera pas à des produits chimiques forts. Il faut absolument que quand vous achetez des roues d'après-marché, de demander le fameux petit papier qui est dans la boîte, comment les entretenir. OK. Souvent, ceux qui vendent ces roues-là, ils ne vous le donnent pas, le papier, mais souvent, c'est avec des savons doux, des choses de même. Parce que justement, j'en ai mis en arrière, j'ai fait par exprès, parce que quand on regarde un produit comme ça, où il y a du noir, de la peinture, c'est plus fragile un peu quand c'est après-marché. Si on arrive avec une roue qui est chromée comme celui-ci, ça, c'est solide. On peut mettre pratiquement n'importe quoi là-dessus. Okay. Mais la minute qu'on arrive avec des couleurs, c'est plus délicat dans l'après-marché. Souvent, même, le vernis est tellement pas épais que ça ne résistera pas à grand-chose. OK. Donc là, il faut être prudent. Oui. Mais par contre, il y en a qui sont très, très bonnes aussi. Là. Je dis qu'il y en a qui ne sont pas solides, mais il y en a des roues après-marché qui sont aussi bonnes que les roues d'origine. OK. Donc, il faut s'assurer de la qualité de notre roue. Ah, si. Puis parlez avec celui qui vous les vend. Comment on la nettoie puis comment on la protège? Excellent. Au point de vue de nettoyage, la majorité du temps, une roue qui est propre et qu'on lave, admettons, toutes les semaines, le nettoyage jante, roue, moteur, c'est parfait. Ce produit-là va dégraisser, va enlever la poussière de frein avec presque pas un petit coup de mitaine, là, bien doux, puis il va tout nettoyer. En plus, ce qui est l'idéal, ce que je recommande, c'est la petite brosse. Fait que quand on arrive dans des éléments où on a de la misère, la mitaine ne passe pas, bien avec la brosse, c'est facile. Moi, je sais que mes roues, je n'ai pas le choix pour aller nettoyer les notes de roue, bien c'est avec ça, puis il y a des places où ça ne passe pas. Fait que nettoyage, jantes et pneus, presque tout le temps, on utilise ça, c'est hebdomadaire. C'est simple, ça, on ne se pose pas la question, on favorise partout. Puis le gros avantage, c'est que tu peux faire le pneu. Fait que là, tu fais la jante, tu fais le pneu, puis le pneu, bien, tu prends la brosse qui va en conséquence, brosse très, très raide, puis là, ça va tout enlever la saleté dans le stri. C'est le gros avantage. Moi, j'utilise ça toutes les semaines, c'est pas compliqué. Par contre, où ce que ça devient plus compliqué, c'est quand la roue est jaunie. Je n'ai pas été capable de la laver durant l'hiver, puis là, je regarde ma jante, puis elle est jaunie, puis j'ai beau utiliser le nettoyant jante et pneus, ça part pas. On a deux choix à ce moment-là. Si on a le nettoyant pour dépôt ferreux qu'on a parlé tantôt pour la carrosserie, il va faire, lui. On peut le prendre, le vaporiser sur la jante et il va enlever tout le jaune, tout le dépôt ferreux qu'il y a sur la jante. Si on ne l'a pas, bien à ce moment-là, on a un produit qui est spécifique, qui est le nettoyant à jante ultra puissant. Ça, c'est un acide qui va enlever absolument tout. Ça veut dire que même souvent, les gens qui ont de la broche, des roues de broche, on n'a pas de laver ça. Ça ne se lave pas ou on n'a pas accès. On a juste à prendre ça, on le vaporise et ça va enlever tout le jaune. Et c'est 30 secondes de contact. C'est pas long. On le prend, on le vaporise, on regarde notre montre, puis après 30 secondes, puis on rince. Aucun frottage avec ça. Ça, c'est merveilleux. Aucun frottage. On ne se casse pas la tête non plus. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et d'important. Est-ce qu'on les protège? Ça peut se protéger. Moi, je l'ai fait sur ma voiture. J'ai mis du Nano X5 dessus. Mais d'autres choses, on pourrait mettre du effet Lotus aussi, mais ça prend de quoi de dur. Idéalement, si on veut vraiment protéger sa jante, c'est un céramique coating que ça prend. Puis que ce soit Nano One ou Nano X5, on peut le poser. Mais ça protège vraiment, ça résiste à la chaleur, ça résiste à ces acides-là, Nano X5. Wow, ça, c'est quelque chose. Oui. Autre produit? On a fini, on a lavé notre jante, on a lavé les pneus. Là, il faut lui donner un petit peu de beauté parce que souvent, le pneu, il va venir blanc, il va être porté à venir blanc ou un petit peu à brunir. Brillant pneu. Nouvelle formule en passant. C'est une formule maintenant à base d'eau. On fabriquait avant ces produits-là à base de solvant. Okay. Là, la poussière est apportée à coller un petit peu plus dessus. Il restait moins longtemps. Nouvelle formule à base d'eau. Il y a quand même des silicones pour donner un bel aspect neuf puis vraiment brillant. Mais la dureté de ça, ça dure beaucoup plus longtemps. La saleté ne colle pas avec le nouveau brillant à pneus. C'est vraiment génial comme produit. Tout ce que ça nous prend, c'est un petit applicateur. On ne peut plus le faire juste en vaporisation. Il faut l'envoyer, vu qu'il est à base d'eau, il faut ou bien le mettre sur le pneu puis venir l'étendre, ou bien le mettre sur le bloc et l'étendre, tout simplement. OK. Ouais. Ça fait un beau travail, justement. Oui, j'adore ça. Nouveau produit encore, une nouvelle formule. Ah, on n'arrête pas, hein? On n'arrête pas. Le dernier produit, c'est un produit, vu que le nettoyant, je l'ai amené aujourd'hui parce que compte tenu le produit nettoyant à jante peut aussi nettoyer des moteurs. Il est assez puissant pour ça. Il est assez puissant pour nettoyer des moteurs sans assécher les plastiques parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parties de plastique.
Moi, ce que je fais une fois par année, je nettoie mon moteur, je le vaporise, je le brosse avec une brosse dans ce genre-là, qui est relativement douce, juste pour dire que je fais activer le produit. Je le rince à grand eau avec une hausse, je le laisse sécher et après, je recouvre mes plastiques avec ça. C'est fait spécialement pour ça. OK. On appelle ça un protecteur pour, justement, moteur, tout ce qui est partie moteur, que ce soit la batterie, que ce soit les parties de plastique. Le gros avantage, c'est qu'il va résister à la chaleur. C'est ça, ça résiste à la chaleur. Exactement. Ça résiste à la chaleur. Puis s'il y a des fois des endroits où on l'a vaporisé, puis ça fait comme un petit lait blanc, puis on n'est pas capable d'aller l'essuyer, c'est pas grave. Quand il va sécher, il va venir transparent. Okay. C'est la beauté. Puis le moteur, vraiment, quand il est propre, bien écoute, la poussière ne colle pas si on met ça, fait que ça dure longtemps encore. C'est un super produit. Application unique à l'intérieur du capot, ça? Oui. On pourrait le mettre sur des plastiques extérieurs, mais idéalement, c'est vraiment un restaurateur de moulures non-pain ou des choses de même. Ouais. Souvent, on est porté à le mettre parce que ça donne un beau look, mais ça va moins durer. Ça, c'est vraiment pour résister à la chaleur. C'est un gros avantage. C'est fait pour ça. Ceux qui sont, comme on dit, il faut être maniaque quand même, là, mais il y en a qui protègent leur moteur. Voilà pour les roues, mais si on veut récapituler, surtout lorsqu'elles sont jaunes, c'est de bien les traiter justement avec le bon produit. Oui, exactement. C'est vraiment, on les nettoie. S'ils sont jaunis, comme je dis, 2 options, nettoyant ultra puissant ou le nettoyant pour dépôt ferreux, puis ça va vernir complètement neuf. Et s'assurer d'avoir le bon produit, puis de savoir quel type de roue on a. Ça, c'est primordial. Poser la question, là, puis aller voir le devis du manufacturier. Il donne beaucoup d'inscriptions. J'ai vu tellement de cas arriver, puis les jantes étaient plus belles, puis étaient endommagées par des choses vraiment simples. Là, on fait attention avec ça. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir. 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions et commentaires. Jacques, on y va tout de suite. On veut savoir si le F-150 Lightning 100% électrique va être modifié du côté de chez Ford. On attend ça. Et évidemment, si l'autonomie va augmenter. Moi, je n'ai pas de nouvelles encore concernant Ford et ces nouveaux véhicules. On entend des nouvelles comme de quoi qu'on va abolir des véhicules, mais pour en ajouter, je n'ai pas encore de nouvelles. Moi non plus, absolument aucune nouvelle. Mais s'il y a quelque chose qui devrait être à augmenter, c'est définitivement l'autonomie, parce qu'ils ont un problème à ce niveau-là comparativement à d'autres manufacturiers. Alors, on va attendre. On va attendre des nouvelles. On devrait avoir des bonnes nouvelles. Je pense qu'ils sont obligés, eux autres aussi, d'attendre pour prendre des décisions selon ce que le gouvernement américain décidera qu'il fera avec l'industrie de l'automobile. Fort probablement. Ouais. Ioniq 6, je fais 40 000 km pour me rendre au travail. Donc, quelles sont ses concurrentes? Il y en a beaucoup. Là. EV6, Ioniq 5. Mais le 6, c'est une belle berline. 40 km par jour, vous n'aurez pas besoin de le brancher bien souvent. Alors, pour moi, j'ai aucune contre-indication. Non. Et le modèle Y de Tesla est là aussi, il faut le mentionner. Mais peut-être que la plus proche serait la i4 chez BMW. Peut-être, oui, la i4 chez BMW, le prix quand même intéressant. Surtout si vous prenez la plus équipée du Ioniq 6, mais la Ioniq 6 va rester moins chère et c'est toute une voiture. Oui. Bien, l'Ioniq, moi, je pense que quelqu'un qui va avoir un véhicule semblable, au niveau de l'autonomie, aucun problème. Alors, on la branche, puis... Moi, je lis beaucoup de ce temps-là au niveau des gens qui branchent des voitures à tous les jours lorsqu'ils arrivent chez eux, par exemple. Et il semblerait que ça n'endommage rien au niveau de la batterie. Alors, c'est une sécurité. Pourquoi pas? Je regarde pour une Volkswagen Jetta GLI. Neuve. Est-ce que c'est un bon achat? Est-ce que c'est comparable à la Civic SI? Absolument. C'est la concurrente de la Civic SI. Un prix un petit peu moindre que la Civic SI, quoique si on regarde des niveaux d'équipement, souvent on arrive à peu près au même prix. 2 véhicules concurrents, 2 voitures que moi je recommande. Bon, le Jetta, on les connaît, on en a conduit, on sait le confort, on sait le coup de volant de cette voiture-là et on sait aussi l'autonomie, l'économie de cette voiture-là. Mais je n'ai absolument rien contre la Civic. Là. C'est une question de goût, absolument. Question de goût, parce que la Civic, ça a toujours été la meilleure Civic, la SI. Oui, absolument. Toujours été la meilleure Civic qu'ils ont fabriquée dans peu importe les générations. Ça a toujours été la SI, bien balancée. On a toujours voulu avoir plus de puissance,
dans la SI, tu te souviens, dans la GTI, la Golf, on a toujours voulu avoir un peu plus de puissance. La GLI, on veut plus de puissance aussi. Mais bon, ça donne que c'est des voitures qui sont durables. C'est des voitures qui sont agréables à conduire pour la puissance qu'on donne, autour de 200 chevaux. C'est quand même assez agréable. Subaru Forester 2020, avec le 2.5, 55 000 km. Est-ce que c'est un bon choix, Jean? Oui, ben oui. Surtout depuis 2020. Moi, je considère qu'ils ont un meilleur rendement au niveau mécanique, au niveau entretien, etc. C'est un véhicule qui a peut-être encore une garantie dessus. Le prix, je ne sais pas comment ce qui est... J'ai pas le prix. Mais c'est un bon véhicule qui est agréable à conduire puis agréable au niveau de l'espace aussi. Absolument, sans aucun problème. Voiture d'étudiant... CX3, 167 000 km. J'ai pas l'année. Je cherche une bonne voiture à bon prix. 12 000 pour un CX3 de 167 000 km. J'ai pas de problème. C'est quand même un véhicule qui peut faire du haut kilométrage, mais ça prend une inspection et peut-être négocier le prix d'un 2 000 Bon, bien, regardez ailleurs. Je pense que... Parce qu'il y a une limite de payer les voitures usagées. Quand tu arrives à un CX3 qui a quoi, une douzaine d'années, là... non, personnellement, je regarderais ailleurs. Véhicule intégral à 10 000 là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien qui traîne. Les prix des véhicules d'occasion est très élevé. Alors, il faut payer, mais à tout le moins, il faut l'inspecter pour savoir et s'assurer que ce véhicule-là n'a pas de dommages et qu'il va pouvoir faire encore longtemps. Comme c'est un véhicule d'étudiant, je prétends que c'est un véhicule qui ne fera pas trop de kilométrage. Alors, il faut bien le faire. C'est encore surprenant. Encore surprenant. C'est vrai, hein? On s'est tourné le dos puis ils sont partis. Merci, Jacques. Plaisir, Daniel. Merci. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour un autre Virage. Bonne semaine.